Donc la première séquence, je dirais, c'est une introduction qui permet de fixer le décor de notre propos en se demandant ce qu'on va appeler la santé, un médicament, un dispositif médical. Donc, comment tout cela fonctionne. Plus une introduction à la réglementation pharmaceutique assez succincte, mais il faut se mettre d'accord sur quelques notions importantes de notre domaine. Ce que j'affiche à l'écran, selon vous, est-il un médicament? C'est le médiator qui dit oui. Il y en a qui disent oui. C'est retiré du marché, donc il ne l'est plus. Non, ce n'est pas un médicament, ça l'a été. Ça ne l'est plus parce qu'il n'a plus d'autorisation de mise sur le marché. Quand il était médicament, que soignait-il? Qu'était-il censé soigner? Le diabète de type 2, par voie orale, donc. Et ça, c'était son indication. Et dans quoi était-il plus largement utilisé? Obésité, alors plutôt syndrome métabolique, on dira, et contrôle de la prise de poids. Bon, je reviendrai là-dessus. Est-ce que ceci est un médicament? Pour ceux qui ne voient pas, ce sont des comprimés de MDMA, qu'on appelle aussi l'ecstasy. Est-ce que c'est un médicament? Comment? C'est un stupéfiant. Il y a des médicaments qui sont aussi des stupéfiants. C'est ce qu'on appelle la liste. La morphine est un stupéfiant, c'est aussi un médicament. Donc ça ne répond pas exactement à la question posée. Ce n'est pas un médicament. Il n'a pas d'AMM. Est-ce que c'est un produit actif? Oui. Plutôt actif, ouais. Plutôt même très actif. Et au niveau thérapeutique, en tout cas au niveau des modèles exploratoires, c'est un produit qu'on connaît très actif sur le traitement de la dépression, mais le traitement profond de la dépression, c'est-à-dire au niveau intersynaptique, au niveau chimique. Bon, avec un inconvénient majeur, ça grille le neurone. Pour ceux qui font de neurosciences, ça savent mieux que moi. Ça grille le neurone, donc ça ne peut pas être un médicament, car la balance bénéfice-risque ne serait pas bien équilibrée. Puisqu'on parle de balance bénéfice-risque, revenons sur celui-ci. On a dit ce médicament était indiqué dans le diabète de type 2, mais utilisé dans les troubles métaboliques, le syndrome métabolique. La balance bénéfice-risque, qui est d'ailleurs ce produit qui était un amphétamine en fait, est-ce que ce produit avait un rapport bénéfice-risque favorable dans le cadre du diabète de type 2? Oui. Est-ce qu'il avait un rapport bénéfice-risque favorable dans le cadre du syndrome métabolique? Non. Même médicament, mêmes effets secondaires, hypertension artérielle pulmonaire, un cas sur 100 000 environ, acceptable dans le cadre du contrôle diabète de type 2, pas acceptable dans le cadre du syndrome métabolique. Donc là, on introduit une notion importante, c'est que le médicament se situe dans un contexte thérapeutique. L'activité du produit se situe dans un degré de sévérité de la maladie. En l'occurrence, le diabète de type 2 conduit assez rapidement à des problèmes cardiovasculaires et des problèmes neurologiques, et qui sont d'occurrence supérieure à un cas sur 100 000 diabétiques de type 2. Donc c'est acceptable d'avoir un risque cardiovasculaire de 1 cas sur 100 000 hypertension artérielle pulmonaire. Dans le cas du syndrome métabolique, chez des jeunes femmes en général, qui veulent simplement perdre quelques kilos, qui sont en parfaite santé par ailleurs, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas tuer des gens qui veulent contrôler leur poids. On peut concevoir que des diabétiques de type 2 prennent des risques avec le médicament parce que les risques qu'ils prennent avec leur maladie est plus important que celui qu'ils prennent avec leur médicament. Ça, c'est le principe de la balance bénéfice-risque et du service médical rendu sur un plan économique. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de produit de santé est quelque chose de beaucoup plus large que le médicament, et que donc notre aire de jeu en matière de recherche clinique est beaucoup plus large que simplement l'étude du médicament. Vous savez qu'aujourd'hui, ça s'étend de façon assez intéressante, y compris en termes d'employabilité, au dispositif médical, mais aussi, on a parlé de la cosmétique,
On pourrait parler des alicaments ou des aliments avec des allégations santé. Et on a parlé d'environnement également. L'environnement santé, c'est un sujet qui monte et qui pourrait nécessiter dans le futur des études cliniques. Alors, j'emploierai deux termes que j'expliquerai plus loin. Études cliniques, essais cliniques. Ce ne sont pas les mêmes choses. Lorsque je parle d'études cliniques dans le cadre de l'environnement santé, je fais référence à quelque chose. Quand je parle d'essais cliniques dans le domaine des dispositifs médicaux implantés, je parle d'autre chose. Donc, encore une fois, dans le champ de la recherche clinique, vous avez un certain nombre de pratiques différentes qui sont des études cliniques, des études d'observation épidémiologique, des essais interventionnels qui sont réellement des essais, et cela intervient dans les différentes phases et sous des différents formats d'études ou essais. On peut d'ailleurs avoir des combinatoires entre une partie qui est faite en essai clinique interventionnel prospectif et avec des témoins historiques qui, eux, sont des cas cliniques épidémiologiques. Mais je reviendrai sur ces notions. Donc déjà, je voudrais éclater le cadre, vous dire que nous ne sommes pas simplement ici pour parler de recherche clinique sur le médicament, mais que nous sommes des acteurs de santé au sens large, en charge de la recherche sur les produits de santé au sens large. Et que nos domaines d'intervention dépassent largement le cadre des laboratoires pharmaceutiques. J'ai pu travailler pour des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi pour des fabricants de dispositifs médicaux, pour des fabricants de médicaments vétérinaires, ça m'a beaucoup étonné, mais c'est le cas, pour des institutions, pour l'hôpital, qui est aussi promoteur évidemment d'essais cliniques, et qui peut étudier des pratiques, pas simplement des médicaments ou des dispositifs médicaux. C'est extrêmement large. Alors, la santé, puisqu'on parle de produits de santé, de médicaments, de dispositifs, il faut parler de santé. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'est la santé ? Bien-être, oui, c'est voilà, tout ce qui fonctionne bien. Parler de bien-être. Fonctionne correctement. Alors, il y a plusieurs autres idées. On pourrait dire état d'équilibre. On pourrait dire absence de trouble, qui est certainement la notion qui me semble la plus adaptée. C'est l'absence de trouble. Donc, absence de trouble qu'on peut ressentir dans une situation, dans l'expérience d'un état d'équilibre. Expérience de l'état d'équilibre. Et l'OMS nous donne une définition qui est assez stable, mais qui est philosophique, qui date de 1946, que vous devez connaître, j'imagine. On dit la santé, un état de complet bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, c'est l'idée d'après. C'est puis-je être sûr d'être en bonne santé quand je ressens un état d'équilibre ? Pas évident. Au moment où je vous parle, j'ai probablement des cellules cancéreuses qui se promènent dans mon organisme. Ça peut ne pas me tuer, mais ça pourrait me tuer. Pour l'instant, a priori, mon système immunitaire arrive à gérer la situation. Et donc, à partir de quand je peux dire que je suis en risque en santé ? Est-ce que c'est juste quand des cellules cancéreuses circulent, alors qu'on sait qu'elles circulent pas tout le temps, ou est-ce que quand le système immunitaire, lui, n'arrive plus à prendre le dessus et à suivre ? Question difficile. Et infinitésimale, extrêmement discrète. La variation est discrète, mais elle est continue. Donc je peux me sentir en santé. De la même façon qu'un malade du cancer, à certains moments de son traitement, peut ressentir du bien-être. Et c'est ce qu'on cherche à produire d'ailleurs chez ces patients-là en priorité, car on sait que la recherche du bien-être chez un patient est favorable à la poursuite des soins et au succès thérapeutique. Donc si je dis cela, est-ce que pour autant je dis que le patient cancéreux est en santé ? Pour l'interrogation. Vous voyez ?
Donc c'est quelque chose qui est compliqué. Est-ce que je peux produire de la santé? Est-ce que je peux me dire, voilà, je suis une entreprise qui produit de la santé? Non. Pourtant, il y a pas mal de laboratoires qui ne se privent pas de le faire, vous avez remarqué. Entreprise du médicament, mais avant, entreprise de la santé, produits de santé, etc. Donc c'est pas si simple. Parlant de santé, si vous et moi, demain, on demande de diriger le ministère de la Santé d'un pays très sous-développé, dans lequel il n'y a aucune infrastructure, d'aucune sorte. Il n'y a rien. Pas de route, pas de réseau d'assainissement, pas de... Et on nous demande d'être des acteurs de la santé publique, donc de produire une politique de santé dans ce pays. Par quoi faudrait-il commencer? Hygiène, alimentation, mais dans le cadre de l'hygiène, je commence par quoi? L'eau. Je commence par l'eau. Donc l'eau que je bois doit être potable. Et si je veux de l'eau potable, il faut que j'assainisse les eaux usées. Et que je limite l'impact des eaux usées dans l'environnement de vie. En 2, l'alimentation. Donc alimentation équilibrée, riche, etc. Alimentation santé. Donc. En 3, des gens, le logement. Il faut avoir la capacité à se reposer, à former un projet familial. Donc il faut un toit. Et après, dans l'ordre, infrastructure de santé. Et je commencerai par quoi? Dans l'infrastructure de santé, avec le peu de moyens qu'on me donne, je commence par faire quoi? Alors le vaccin viendra, mais pas encore. Comment? Il y a un facteur qui est en... Si pour aller chercher l'eau, il faut faire 5 km, hein, c'est bon, vous avez fait le sport. La notion de bien-être social, mais dans le cadre du social et des projets sociaux, il y a l'éducation, dans laquelle il y a l'éducation à la santé. Et comme je suis à budget limité, je ne peux pas donner de l'éducation à tout le monde, donc je dois donner des priorités. Je commence par qui? Presque. Les femmes. Les parents, donc surtout les femmes, puisque c'est elles qui sont au contact des enfants, que l'enfant est un vecteur de maladie, mais que l'enfant est aussi le plus fragile, et que donc on veut éviter les morts périnatales. On éduque les femmes d'abord à la santé. On sait que les femmes, dans la philosophie du Caire, vous savez, vont être celles qui, au plus près de la vie qui vient, vont s'occuper de la question de santé, et probablement vont pouvoir évangéliser, entre guillemets, la communauté autour d'elles. L'éducation. Et ensuite, je vais amener enfin le premier produit pharmaceutique, le vaccin, qui n'est pas un médicament. Le vaccin n'est pas un médicament. C'est un outil de la prophylaxie. Je ne me vaccine pas pour me soigner. Je me vaccine essentiellement pour protéger les autres et puis pour ne pas tomber malade. Et on sait que dans une population, si je ne vaccine pas au moins 60% de cette population, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on introduit cette notion du social, même au travers du premier produit de santé, le vaccin. Et enfin, je vais amener ensuite d'autres médicaments et produits de santé. Mais à ce stade, j'ai déjà résolu 70 à 80% des problèmes de santé publique qui étaient à l'origine liés à des maladies transmissibles et infectieuses. Ce que je vais résoudre à présent sont des maladies que nous connaissons en Occident, c'est-à-dire hyperlipémie, diabète, hypertension, etc. Enfin, toutes les pathologies non transmissibles ou chroniques. Et quand je vais résoudre ces problèmes-là, je vais avoir besoin de médicaments. Et à votre avis, combien, donc on est toujours dans ce ministère de la Santé, on doit décider de l'importation de médicaments, on doit faire des choix.